Quand on accompagne des start-upers, on leur dit qu'il faut faire 3 formats de pitch. Le format TED, c'est 18 minutes. Le format speed dating avec votre investisseur, c'est 7 minutes. Et le format ascenseur, mais les ascenseurs sont très grands aux États-Unis, c'est 1 minute. Si on veut ne pas dépasser de plus de 20 minutes, il va falloir faire le 5 minutes. Voire le maximum. Donc je vais essayer de relever le défi du pitch. Si vous voulez, pourquoi il faut développer les actions de formation de travail chez vous? Parce que vous allez résoudre plusieurs problèmes en une seule fois, si vous vous y prenez bien. Vous allez concevoir des formations plus pertinentes, plus en prise avec la réalité des gestes professionnels à convoquer dans les situations vécues par les salariés. Vous allez déstabiliser votre management, et ça c'est toujours bon. Et parce que vous allez le mettre dans des postures, vous allez le faire se déprendre ou se départir de leur posture hiérarchique descendante qu'ils affectent tant. Vous allez effectivement vous préoccuper de formaliser ou de corriger ou de prendre conscience de problèmes d'organisation du travail à côté desquels vous êtes complètement passé depuis très longtemps. Et peut-être vous allez arrêter d'appliquer bêtement des prescriptions sur l'organisation du travail. Je ne parle pas pour la Poste spécifiquement. Par exemple, de développer du lean de manière un peu entièrement contre-productive. C'était une question, et la réponse est tout aussi globale que la question. Voilà. Donc voilà pour le pitch. Je vais essayer vraiment de réduire mon propos. Il y a un effet de mode, hein, ça a été dit autour des AFEST. En même temps, on a eu de la part de Philippe aussi beaucoup de prudence, d'expression de prudence ou de réalisme par rapport à tout ce qu'il faudrait enclencher pour passer à une plus grande échelle, même si on est convaincu que ça ne va pas remplacer toutes les formes de formation. Moi, je ne suis pas tout à fait certain que les AFES vont pouvoir réellement devenir un vecteur d'innovation dans le champ de la formation continue, pas initiale, mais continue. Parce que ça suppose une capacité d'apprentissage, de rénovation des postures, des pratiques. Donc je ne suis pas du tout certain que la fonction formation, qu'elle soit dans l'entreprise ou en dehors, est capable. Enfin, plutôt ma fréquentation du champ de la formation montre qu'ils sont quand même assez peu dans les pratiques d'apprentissage, ceux qui forment, ou ceux qui conçoivent des dispositifs de formation, à grande échelle en tout cas. Et par contre, je miserai plus sur le potentiel transformateur des AFEST pour les relations de travail, et plus particulièrement pour les relations managériales. Alors ça ne veut pas dire que ça va se réaliser aussi non plus, parce que ça peut être aussi très déstabilisateur, voire très menaçant pour des modèles dominants de pratiques managériales en particulier. Et donc on parle bien de potentiel. Voilà. Alors pourquoi cela? Parce que, et je vais être redondant par rapport à ce que Laurent a dit à la fin, c'est que la grande vertu ou le grand danger sur les points de vue de la FEST, c'est de mettre les conditions de réalisation du travail au centre de la discussion managériale, pour reprendre cet affreux américanisme, au centre de la discussion. Alors, parenthèse, je fais juste... Voilà, dans une vie antérieure, j'étais directeur adjoint de l'ANACT. Ma vie antérieure s'est achevée à la fin du mois de décembre de l'an dernier. On a accompagné cette expérimentation, notamment sur le volet capitalisation, documentation. La question nous a été posée, m'a été posée très directement, mais qu'est-ce que vient foutre l'ANACT sur cette expérimentation-là, avec la DGEFP, les OPCA, etc. Ça, c'est le problème de formation. L'ANACT, son objectif, sa raison sociale, son budget doit être dédié à l'amélioration des conditions de travail. On a réussi à les persuader un peu par inadvertance que il y avait un lien il pouvait y avoir un lien entre les situations d'apprentissage en situation de travail et la qualité du travail et des conditions dans lesquelles il se réalise. Et moi, je voudrais juste souligner ça en conclusion. On a déjà eu l'échange avec quelques-uns souvent ici. Ce qu'a montré l'expérimentation, de mon point de vue, c'est l'intensité des relations dialectiques entre les qualités du travail et le potentiel des situations d'apprentissage. Autrement dit, pour dire plus simplement, en tout cas un élément de pitch, si vous voulez développer sérieusement la qualité de votre travail dans vos entreprises, faites des AFEST. C'est sans doute un des vecteurs le plus, en tout cas c'est plus efficace que bien des vecteurs qui sont labellisés qualité de vie au travail. Celui-ci ne l'est pas du tout. Et pourtant, il va interroger des fondamentaux. On a bien vu mettre au cœur des discussions les critères du bon travail,
Déjà, ne serait-ce que mettre en discussion. Alors, on a bien des difficultés à outiller et à dynamiser cette idée qu'il faut mettre en discussion les critères de réalisation du bon travail dans l'entreprise. Le truchement des AFEST peut être, en tout cas dans les expérimentations qu'on a observées, peut être un bon vecteur. Et puis, le management a un rôle essentiel à jouer là-dedans. Alors, sous conditions. Les conditions, on ne les a pas explorées complètement. Il y aurait un deuxième travail à faire qui consisterait à dire, bon, oui, enfin, on les connaît sur le papier, l'attitude décisionnelle, autonomie, etc., etc. Bon, sur le papier, on les connaît, en pratique, on les connaît moins bien. Toujours est-il qu'on sait qu'il y a un enjeu majeur, hein, c'est que là, pour le coup, c'est aussi du réalisme ou un petit peu de scepticisme, c'est que la route est longue. La route est longue et pentue. Moi, je rappelle toujours que dans l'enquête Parlons Travail qui a été évoquée, seuls 48% des répondants ont dit que leur chef les aide à réaliser leurs tâches. 48%. Dans l'enquête européenne des conditions de travail, la moyenne européenne se situe entre 10 et 15 points au-dessus. Ce qui nous met sur la dernière place, très très loin derrière de pays aussi développés que le Monténégro, enfin voilà. Et c'est très confirmé par les enquêtes de la DARES, etc. Et donc ça dresse le portrait qu'on ne voudrait pas bien voir, quand on a de la peine à regarder en face, du modèle dominant de management à la française. Descendant, hiérarchique, faiblement participatif, faible niveau de confiance. Les Français sont ceux qui expriment le moins de confiance, là encore, dans les enquêtes européennes, vis-à-vis en particulier de leur manager. Et donc il y a tout un enjeu autour de ça. Quand je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir déstabiliser votre management en mettant en place des actions de formation en situation de travail. C'est évidemment un enjeu, oui, c'est un enjeu social par certains aspects, un enjeu politique aussi, hein. Voilà. Et puis c'est un enjeu aussi sans doute de performance, parce que comme Philippe l'a dit un peu rapidement tout à l'heure, c'est aussi autour des marges d'autonomie, d'initiative, de créativité que se joue aujourd'hui une bonne partie des déterminants de la performance dans une économie qui ne fonctionne plus selon la même vieille grammaire que par le passé. Voilà ce que je voulais dire en même pas 5 minutes. Bravo. Merci Olivier. Merci Olivier, Olivier Mériot, qui était le pilote de ce groupe de travail au sein du Conseil scientifique. Le prochain ODC aura lieu au mois d'avril, sur la question des entretiens professionnels. Voilà, on continue à développer notre éventail sur la qualité du travail. À bientôt.